Salut les optimistes, moi c'est Seb. Et moi, c'est Léna. C'est l'optimisme, oui l'optimisme, c'est l'optimisme de prise. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charmer. Bonjour Monsieur Boursieux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va pouvoir commencer le podcast avec la fiche de l'invité. Quel est votre prénom ? Stéphane, sans E. Quel est votre surnom ? Boubou. Je peux vous appeler Bou, appelez-moi Boubou. Quel est votre âge ? J'ai 53 ans. Quel était votre parcours scolaire ? Ça va être un peu plus long que de dire que j'ai 53 ans. Mon parcours scolaire, j'ai un DUT en technique de commercialisation. Ok. Parce que pour des raisons perso, j'ai pas pu rentrer en prépa. J'avais 20 ans, j'avais été malade étant jeune. Donc à 20 ans, à l'époque, nous, on avait l'armée à 23 ans. Donc prépa plus grande école de management, ça marchait pas. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation. J'ai fait une licence et une maîtrise en gestion. Après, j'ai fait un master en recherche en gestion socio-économique des entreprises. Et puis, un master en recherche, ça vous amène vers un doctorat. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les stratégies d'entreprise à l'international. Et puis ensuite, je suis parti à Harvard faire le Management Development Program, le MDP. Et puis, bien plus tard, en 2011, j'ai fait l'Institut des hautes études de l'entreprise, qui est un programme qui s'appelle le programme 40-40-40. 40 personnes de 40 ans rencontrent les 40 PDG du CAC 40. Et pendant un an, vous êtes au contact. Et donc, les 40 personnes sont ce qu'ils considèrent comme étant des futurs leaders du monde de demain. Ce sont des journalistes, ce sont des dirigeants d'entreprise, ce sont des universitaires, ce sont des syndicalistes, ce sont des politiques. Donc, on se retrouve à 40 venant d'univers très différents pendant 40 jours. Alors, c'est sur 2 ans, 18 mois. Moi, c'est la première fois que je rencontrais le patron d'une centrale syndicale. Cégétiste, on n'avait pas tout à fait la même vision des choses et en fait on est devenus très copains. Je rencontrais des journalistes, je rencontrais des politiques et on travaillait ensemble et c'était absolument passionnant. Quelle profession faites-vous et est-ce que vous faites partie d'une association ? Si oui, laquelle ? Alors, profession, je suis président du directoire de BSB depuis 2006. Donc ça fait 18 ans que je dirige BSB qui s'appelait à l'époque l'ESC Dijon, qui était beaucoup plus petite que l'école actuelle, puisque quand je suis arrivé à l'ESC Dijon, il y avait 1000 élèves, vous êtes 3300 aujourd'hui. Et demain, vous serez 5000. Donc l'école a profondément grandi, profondément évolué, et c'est mon métier depuis 18 ans, et c'est un métier absolument passionnant. Après, des associations, à titre personnel, non. À titre personnel, je n'ai pas d'engagement associatif. L'engagement, il est pour l'école et il est pour ma famille. À titre professionnel, je suis dans plein d'associations. Pour vous donner un exemple, le concours Passerelle, qui est le concours qui permet aux élèves de rejoindre le master grande école. J'ai été vice-président pendant 10 ans, je suis trésorier depuis 8 ans. J'ai refusé plusieurs fois la présidence parce que j'estimais avoir autre chose à faire, mais il y a plein d'associations dans lesquelles je suis membre liées à l'investissement pour l'école. Quelles sont vos passions ? Ma première passion, c'est l'écriture. J'écris. J'ai publié 3 livres à ce jour. Le premier est un ouvrage totalement passionnant qui s'appelle « Commerce extérieur, anatomie d'un mal français », qui a été un énorme succès de librairie auprès des 20 experts français du commerce extérieur. J'ai dû en vendre 21 ou 22, plus ma maman qui a acheté le stock. Donc, alors c'est un livre qui est hyper technique, hyper pas passionnant. Enfin, passionnant pour les gens qui aiment le commerce extérieur, mais en dehors de ça, ça passionne pas grand monde. Mais ça a quand même été un outil extraordinaire, juste pour l'anecdote, parce que je l'ai envoyé à l'époque au ministre du Commerce extérieur qui s'appelait Matthias Fekl. Et Matthias Fekl m'a demandé d'intégrer son conseil stratégique de l'export, et je suis devenu un des conseillers du conseil stratégique de l'export pendant 3 ans, auprès du ministre du Commerce extérieur, parce que je lui avais envoyé mon livre. J'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « J'ai toujours préféré la rue Édouard Herriot », qui est un recueil de pensées que j'ai publié il y a 2 ans. Il y a 40 descriptions de Lyon, d'objets à Lyon, de lieux, de situations, de personnalités, de personnages. Je suis un Lyonnais amoureux profond de ma ville et c'était l'occasion d'exprimer cette passion. Puis j'en ai sorti un autre cette année dans la série J'ai toujours préféré, j'essaye de lancer une collection quitte à avoir une ambition. J'ai toujours préféré Retour vers le futur sur les années 80. Où je parle des années 80 sous l'angle musical, sous l'angle
culturel, cinématographique. Je crois qu'on en parlera dans quelques minutes, sous l'angle sportif, voilà. Il y a plein de choses. Donc j'ai écrit pour l'instant, enfin j'ai publié 3 livres, j'en ai écrit beaucoup plus, mais il y en a que j'estime pas publiables à ce stade. Et j'en ai un autre en perspective, enfin j'ai déjà écrit 300 pages, mais je ne l'ai pas fini, qui est une uchronie. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une uchronie. Pas du tout. Une uchronie, c'est à un moment donné, l'histoire, il y a un point de bascule. C'est-à-dire que et si John Kennedy n'avait pas été assassiné à Dallas en 1963, qu'est-ce qui se serait passé ? Oui. Si Lee Harvey Oswald avait tiré la balle sur le gouverneur et pas sur John Kennedy, et tue le gouverneur et pas John Kennedy, qu'est-ce qui se serait passé ? Et là, moi, le bouquin que je suis en train d'écrire est un bouquin, une uchronie historique qui a une vraie et politique, qui est si Georges Pompidou n'était pas mort en 1964, mais en 1974, mais si Pompidou était allé au terme de son mandat jusqu'en 1976, qu'est-ce que serait la France aujourd'hui ? Voilà. D'accord. Donc je suis en train d'écrire ça. C'est un livre à la fois économique, politique, sociologique, sociétal. Et c'est pour ça que c'est passionnant et c'est pour ça que ça prend énormément de temps et j'en ai pas. Voilà, donc j'écris la nuit. Quelle est votre chanson du moment ? Alors, j'ai longuement réfléchi parce que je ne suis pas du moment, moi, en termes musical. Et en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. La chanson que j'ai choisie, c'est Nos plus belles années de Grand Corps Malade et Kimber Rose. Okay. Pourquoi ? Parce que samedi, j'avais à l'école les diplômés des promos en 4, donc les 64, les 74, les 84, les 94, les 2004 et les 2014. Et j'ai attaqué mon discours de la manière suivante: un passé composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en procès, de la mélancolie, j'ai toujours au présent de la mélancolie, je sais plus les paroles, peu importe, c'est pas très grave. Et j'ai attaqué en leur disant: voilà, vos plus belles années, vous les avez passées ici, et où sont passées vos plus belles années, vous les avez passées ici. Et j'ai conclu en disant, j'ai voulu imiter Grand Corps Malade. Sachez que Grand Corps Malade aurait dû être là aujourd'hui parmi vous, mais il n'était pas disponible. Et donc, on avait sollicité son sosie officiel, puisque j'officie officiellement sous le nom de Petit Corps de Du. Donc, c'est la chanson que j'ai choisie. Quel est votre film préféré ? Ça renvoie loin, parce que je trouve que le cinéma n'a pas bien évolué pour plein de raisons. J'en citerai 2. Il y a un film, le premier film de Jacques Audiard, qui est un grand réalisateur, un grand cinéaste français, qui s'appelle Un héros très discret. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Mathieu Kassovitz. C'est un film absolument extraordinaire. D'abord, qui est joué d'une manière absolument extraordinaire entre Mathieu Kassovitz et un type qui, pour moi, est un fou, mais est un fou génial. C'est Albert Dupontel. C'est un film qui est de Jacques Audiard, qui est un film superbe sur un type qui n'est pas résistant, mais qui s'invente une histoire de résistance à la fin de la guerre. Et qui en fait réussit à rentrer dans tous les milieux comme s'il avait été un résistant connu, et à la fin les gens disent oui mais je l'ai bien connu, en 41 il franchissait la ligne de démarcation, il était hyper courageux, alors qu'en fait il n'avait jamais quitté chez lui. Puis le deuxième, plus un truc affectif, c'est Mes meilleurs copains, je ne sais pas si vous le connaissez, de Jean-Marie Poiret, 1988, avec Gérard Lanvin, avec Christian Clavier qui pour une fois n'en fait pas trop. Et c'est un film absolument magique sur des copains de lycée et d'école qui se retrouvent 20 ans après dans une soirée et puis passent le week-end ensemble et revivent toutes leurs névroses, tous leurs échecs, toutes leurs réussites, tous leurs rêves de quand ils avaient 20 ans. Et quand on a 50 ans, on a toujours envie de vivre les meilleurs copains. Un peu de nostalgie. Ouais, un peu, ouais. Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Ouais, ça c'est compliqué. Ah, oui. J'aime bien citer 2 en général, j'aime pas citer une personne. La première, je l'ai écrit dans un de mes livres, c'est Véronique Colucci. Véronique Colucci, ça vous dit rien, mais si je vous dis Coluche, Coluche, ça a été l'humoriste français des années 70-80, c'était l'icône des années 80, moi c'est l'icône de mon adolescence. Il était marié à une dame qui s'appelait Véronique Colucci, parce que Coluche de son vrai nom s'appelait Colucci. C'est une femme absolument extraordinaire qui a présidé les Restos du Cœur pendant plus d'une dizaine d'années, qui s'est donnée totalement aux Restos du Cœur après la mort de son mari. Et en 2015, on fêtait les 10 ans du Module Impact, et puisqu'on travaillait beaucoup avec les Restos du Cœur, on avait invité comme marraine Véronique Colucci, qui est une dame d'une élégance extraordinaire. Et j'ai eu la chance d'avoir un déjeuner avec elle qui reste magique. C'est une femme qui était d'une immense modestie, en même temps d'une grande intelligence, d'une très grande sensibilité. Et on a eu un moment un peu d'émotion parce que
moi, quand je rencontre des gens, j'essaye de savoir qui ils sont. Je pose des questions sur ce qu'ils sont, voire j'essaye de me renseigner avant, en particulier sur les personnalités publiques. Et au moment où je m'étais renseigné, j'avais creusé pas mal sa vie personnelle. Et je lui dis, mais vous étiez journaliste à combat dans les années 68-70. Pourquoi vous étiez journaliste à combat? Et elle me dit, mais comment vous savez ça? Je lui dis, parce que je me suis renseigné. Elle me dit, mais personne, je ne suis que la femme de Coluche. On ne m'a jamais parlé de moi à travers ce que j'ai été. Et c'est la première fois que quelqu'un ne me parle pas de vous êtes la femme de Michel Colucci, mais vous avez été journaliste à combat. Et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis mis à pleurer aussi. Et on était tous les deux en train de pleurer, en se tenant par la main. Et j'en garde un moment absolument magique. Voilà, donc c'est une femme absolument extraordinaire qui est décédée en 2019. Oui, ça reste un vrai moment d'émotion. Et la deuxième personne, c'est Stephen Curry. Si vous connaissez le basket, Oui. Stephen Curry, c'est pour moi, c'est pas le GOAT, c'est pas le plus grand basketteur de tous les temps. Le plus grand basketteur, moi je l'ai vu aux États-Unis, c'est Michael Jordan, qui est hors norme dans tous les sens. C'est un physique de monstre, c'est un technicien de folie. Mais Michael Jordan, il était tellement unique que personne ne cherchait à l'imiter. Oui. Parce qu'il était trop fort, trop unique. Stephen Curry, il est tellement unique que tout le monde cherche à l'imiter. C'est-à-dire qu'il a révolutionné le game en faisant en sorte que la ligne à 3 points, elle était à 7,25 m. J'en ai rien à foutre, je shoot à 8 mètres, à 9 mètres, à 10 mètres. Pourquoi je devrais respecter les règles qu'on m'a données? En disant, la ligne à 3 points, elle est à 7,25 m. J'ai envie de shooter à 9 mètres, je shoot à 9 mètres. Et il a révolutionné les règles. Et pour moi, c'est l'exemple même du leadership, ce mec-là. C'est un type qui a un physique banal, enfin il fait 1,88 m, je me venge sur le banal. Mais c'est un type qui a un physique assez banal. C'est quelqu'un qui a rien d'extraordinaire en soi, mais qui a su, à force de travail, développer deux choses. C'est un talent extraordinaire à 3 points, enfin, c'est juste magique ce qu'il fait. Et puis la deuxième chose, c'est une capacité incroyable à se foutre des règles et à dire j'en ai rien à faire. C'est pas parce qu'on m'a fixé une règle que je vais l'accepter. Je vais écrire ma règle. Si j'ai envie de shooter à 15 mètres, je shoot à 15 mètres et je vous emmerde. Et ça marche. Et je trouve que c'est l'exemple même du leadership et c'est le leadership qu'on devrait tous suivre. Et j'aime pas LeBron James. Quel est le dernier film ou série que vous avez regardé et pourquoi cela vous a-t-il marqué? Le dernier film que je suis allé voir avec mon fils qui a 17 ans, c'était L'Abbé Pierre, qui est sorti en début d'année. Et on avait beaucoup apprécié ce film jusqu'à il y a un mois. Oui, forcément. C'est-à-dire qu'on a pris une claque. Je suis pas au courant des... L'Abbé Pierre, depuis un mois, le scandale est sorti du fait que l'Abbé Pierre était en fait un harceleur sexuel de manière extrêmement forte et qu'il y a plusieurs dizaines de femmes qui ont libéré la parole et que il y a des fois où on peut se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il en est Là, les preuves s'accumulent et tous les témoins, y compris ses plus proches défenseurs, disent oui, on savait quoi. D'accord. Okay. Donc c'est une claque parce que c'est quelqu'un qui a été une icône en France. Le projet Emmaüs reste pour moi quelque chose d'iconique et d'exceptionnel, sauf que c'était porté par quelqu'un qui avait une double face quoi. Écoutez-vous des podcasts? Et si oui, est-ce que vous avez des recommandations à nous partager? Alors j'adore les podcasts politiques. D'accord. J'adore, en fait, je fais la cuisine à la maison et je ne cesse d'écouter des podcasts politiques quand je fais la cuisine. Et il y a un podcast qui est paru l'été dernier, qui est une pépite sur RTL, qui est un podcast d'interview de 50 ans de politique par Alain Duhamel. Alain Duhamel, c'est un journaliste politique français qui commence à avoir un peu des heures de vol, puisqu'il doit avoir 80 ans. Juste pour l'anecdote, le premier débat télévisé de la présidentielle française, c'est 1974. C'est Mitterrand contre Giscard. C'est là où Giscard a dit à Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Une phrase qui est restée absolument célèbre. Eh bien, parmi les deux animateurs du débat, il y avait Alain Duhamel qui devait avoir 27 ou 28 ans à l'époque. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, il a suivi l'évolution politique française. C'est un œil extrêmement acéré sur la vie politique française et j'adore écouter ses podcasts et tous les podcasts de politique en général. Quel genre de musique est-ce que vous écoutez? Des trucs que vous ne connaissez pas. Des trucs que vous ne devez pas connaître. Moi, je me suis arrêté aux années 80.
D'accord. Donc la musique, pour moi, c'est les années 80. C'est d'ailleurs, si vous prenez le livre, j'ai toujours préféré Retour vers le futur. Je parle de U2, je parle de Dire Straits, je parle de Mylène Farmer, je parle de Jen Mass. Enfin, c'est des gens qui, pour certains, ont disparu. Je parle de Tenue de soirée. Il y a plein de musiques des années 80. Donc j'écoute essentiellement de la musique des années 80. Mais plutôt le côté anglophone, du coup, ou quand même, Anglophone et francophone. D'accord, ok. Comme vous nous avez dit, vous écrivez, Ouais. vous devez lire aussi certainement, regarder des films et écouter de la musique, mais est-ce qu'il y a un livre, un film ou un album qui vous a particulièrement influencé ? Ouais. C'est une question que je me suis souvent amusé à me poser. C'est si je devais partir sur une île déserte avec un album, un livre, un film, je partirais avec quoi ? C'est une bonne question. Et j'ai souvent fait ça. D'un point de vue musical, ce qui m'a particulièrement influencé, c'est The Joshua Tree de U2. C'est l'album le plus mythique de U2. C'est With or Without You, c'est Where the Streets Have No Name, c'est Red in Millington. C'est un album magique d'un point de vue musical, qui a toute une histoire de sa construction derrière. Et moi, je peux l'écouter pendant des heures sans m'en passer. Si vous deviez organiser un événement culturel à l'école, quel artiste, conférencier ou créateur inviteriez-vous ? Philippe Delerme. C'est un écrivain, au départ c'est un prof de lycée, qui est un prof de français. Et Philippe Delerme, c'est le père de Vincent Delerme. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent Delerme, le chanteur. Plutôt entre ma génération et la vôtre. C'est plutôt pour les quarantenaires, on va dire, quarantenaires ou trentenaires. Mais son père, Philippe Delerme, est un formidable auteur. C'est un conteur. C'est pas un auteur, c'est pas un écrivain, c'est un conteur. C'est quelqu'un qui conte, qui raconte. Et il écrit, moi je me suis beaucoup inspiré dans le modèle de mes livres, du modèle de Philippe Delerme. Par exemple, c'est des petits bonheurs. Découper les pages d'un livre. C'est poser sa veste sur son épaule. Mais c'est écrit en 2 pages. C'est écrit d'une manière extraordinaire. C'est une qualité d'écriture, une fluidité, une élégance, une capacité à jongler avec les mots qui est absolument géniale. Donc il choisit ses thèmes. Par exemple, son premier livre, qui a été une pure merveille, c'est la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on boit la première gorgée d'une bière après avoir bossé toute la journée ? Il fait chaud, on s'assoit, on est avec les copains à la terrasse et on savoure la première gorgée de bière. Et il décrit ça, vous avez l'impression d'être en train de boire une bière. Et c'est juste génial. Il l'a fait avec le monde du sport, avec un bouquin qui est magnifique, qui s'appelle La tranchée d'Arambert. C'est sur le Paris-Roubaix en vélo. Donc en fait, c'est des moments de sport, des instants suspendus. Et je trouve qu'il fait ça de manière absolument magique. Si j'avais l'occasion d'inviter Philippe Delerme, je le ferais avec le plus grand plaisir. Comment vous voyez, avec votre point de vue, l'évolution de la consommation culturelle chez les étudiants en école de commerce ? Trop de vidéos et pas assez de livres. D'accord. Je suis d'accord. Trop de vidéos et pas assez de livres. Il y a rien de plus beau qu'un livre. Déjà, le livre par rapport à la vidéo a quelque chose de sensuel. Ça se touche un livre. Ça, la couverture, elle peut être granulée comme celle-là, elle peut être lisse comme mes bouquins, elle peut être. Mais un livre, ça se touche, ça se corne, ça se marque. La vidéo, c'est de l'immatériel. Moi, je trouve que la dimension matérielle est quelque chose d'important. Ensuite, la vidéo, on la subit. C'est-à-dire qu'on se laisse porter par la vidéo. On est dans une stratégie finalement un peu push. On reçoit la vidéo et on l'absorbe. Le livre, il faut aller le chercher. Il faut faire l'effort de lire. C'est une démarche. On n'est pas passif. On est actif dans la lecture. Donc, je trouve qu'on ne lit pas assez. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Et je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Et je trouve qu'on n'écrit pas assez. Et l'écriture est un moment absolument génial d'un point de vue intellectuel. On stimule son cerveau de manière extraordinaire quand on écrit. Et quand vous parlez d'écriture à la main ou écriture aussi au Alors moi, clavier ? j'écris pas à la main. J'ai été habitué, j'ai fait ma thèse de doctorat de 600 pages sur un clavier, donc vous apprenez à taper au clavier et vous savez plus faire autrement derrière. J'écris la nuit. Quand la nuit, il n'y a pas de bruit, que vous laissez filer votre esprit, que les doigts tapent tout seuls sur le clavier parce que vous êtes en train de réfléchir, que vous ne regardez pas votre clavier et que les mots s'impriment tout seuls sur l'écran, il y a le bruit mécanique du clavier, les tic 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 qui viennent rythmer votre réflexion. Et ça, c'est magique. Ce serait la même chose si je laissais filer la plume sur le papier. Il y aurait le bruit des feuilles.
mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le livre et dans l'écriture. Donc l'évolution de la consommation, beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est mieux que rien, mais je trouve qu'un peu plus de livres ne ferait pas de mal. C'est pour ça que le Learning Center, j'ai tenu à garder les livres. Il y a une époque, il y a eu une mode dans les bibliothèques d'écoles de management où on supprimait les livres. On disait on met tout en digital. Non, moi j'ai tenu à ce qu'il y ait des livres physiques. Que quand on va à la bibliothèque, enfin, moi je ne sais pas vous, mais quand je vais à la FNAC, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le rayon des bouquins, de prendre un bouquin, de feuilleter, de m'arrêter à une page et de dire comment c'est écrit, Vous faites ça sur un écran, c'est pas pareil. Enfin, vous êtes sur Amazon, vous commandez un bouquin sur Amazon, vous n'allez pas feuilleter. Oui. Je trouve que ça fait toute la différence. Pensez-vous que la créativité artistique et culturelle peut contribuer à l'innovation en entreprise ? Oui, et pas assez. D'abord, l'art, c'est la dernière chose qui restera après nous. Même la personne la plus célèbre, dans 100 ans, plus personne ne se souviendra qui c'est. Coluche était le plus célèbre des Français dans les années 80. Dans 100 ans, plus personne ne saura qui est Coluche. Par contre, il y a des gens, ils sont morts il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, leurs œuvres musicales, leurs livres, leurs témoignages artistiques, leurs sculptures, ont dépassé finalement leur existence sur Terre. Et la seule chose qu'on laisse sur Terre, c'est ce qu'on laisse en termes d'art, en termes de création. Donc, je ne sais pas si j'avais une volonté testamentaire à publier des bouquins, mais je pense que c'est une dimension absolument essentielle. Ça, c'est un peu le socle intellectuel. Une société, une civilisation, elle a de sens que si elle a un socle intellectuel. Et je pense que l'entreprise, c'est la même chose. Elle a de sens que si on lui donne du sens. Et donc, par rapport à ça, la culture, l'art sont absolument essentiels. Donc pour moi, oui, c'est essentiel, déjà à ce niveau-là. C'est essentiel après en termes de créativité. Et c'est là où je dis que c'est pas suffisamment, c'est que je pense que nos entreprises sont trop monolithiques. Elles ont des ingénieurs, elles ont des managers. C'est bien, on vous a formé à ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais qu'est-ce qui va faire que dans une entreprise, quelqu'un va arriver avec une idée différente ? En disant, moi je ne vois pas les choses comme vous, parce que vous êtes tous avec le même formatage. C'est des gens qui vont avoir une vision, une éducation différente, voire une éducation culturelle, une curiosité, une créativité, une sensibilité par rapport à l'art. Ce qui fait la force d'un artiste, c'est sa capacité à avoir une sensibilité et à sentir les choses différemment. Et dans les entreprises, on ne sent pas les choses différemment parce qu'on est tous homogènes. On est tous un peu identiques. On sort tous d'écoles de management, on sort tous d'écoles d'ingénieurs, on sort tous de cursus très formatés. L'intérêt de mettre des artistes, c'est à un moment donné d'avoir des gens qui disent « Mais non, moi je ne vois pas du tout les choses comme vous. » Je m'étais passionné pour ça il y a 30 ans. Quand les constructeurs automobiles avaient voulu s'associer avec le monde de l'art, ils avaient voulu faire intervenir des artistes sur les voitures. Et de dire finalement, une voiture, c'est pas simplement un objet mécanique, industriel, c'est un objet d'expression artistique. Et quelque part, peut-être de voir la voiture différemment. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il y a un contrôleur de gestion qui a dû dire « ça coûte trop cher, ces conneries ». Et ils ont arrêté d'inviter des artistes chez Renault, chez BMW, chez Peugeot. Et la voiture est redevenue ce qu'elle est, c'est-à-dire un objet consommation utilitaire et non pas vu comme un objet d'art. Alors que objectivement, vous prenez une Bugatti des années 30, c'est un objet d'art. Les carrossiers à l'époque, on appelait ça des carrossiers comme on parlait des couturiers. C'était des gens qui faisaient des objets d'art. Et je trouve que l'art pourrait apporter beaucoup plus à l'entreprise. Pour poursuivre sur cette idée-là, comme BSB est une entreprise, d'après vous, comment l'école intègre-t-elle la culture dans son programme, au-delà même des cours classiques ? Alors, ce n'est pas une entreprise, c'est une entreprise éducative. Oui. Pour moi, il y a une vraie différence. Il y a deux différences. On n'est pas là pour vendre, on est là pour transmettre. Et une deuxième chose, on n'est pas là pour faire du profit, on est là pour investir dans le développement de l'enseignement. On ne dégage pas de bénéfices, plus exactement, les bénéfices qu'on dégage, on les réinvestit, on ne les distribue pas à nos actionnaire. Donc en gros, tout l'argent qui est investi par les étudiants revient aux étudiants à un moment ou à un autre. Il n'y a pas d'actionnaire qui va toucher les dividendes de l'exploitation de BSB. Alors comment est-ce qu'on intègre la culture ? On l'intègre évidemment dans des programmes, ce n'est pas à vous que je vais le dire. On est demain dans une logique de créer une School of Media, Culture and Communication à Lyon, donc d'aller beaucoup plus loin encore dans cette logique d'intégration des arts et de la culture dans les médias et la communication, donc de lier ces dimensions-là avec le monde du management, et de dire le monde du management a intérêt à aller voir ce que font les artistes,
a intérêt à aller voir ce que font les créatifs, ce que font les gens du monde de la culture. Sur le monde de la culture, on est très proche des humanités. Les humanités, c'est la philosophie, c'est la sociologie, c'est la psychologie, c'est l'histoire. Moi, je suis convaincu qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui a une capacité à intégrer le monde, comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est être capable d'aller au-delà du management. C'est être capable de comprendre l'histoire, c'est être capable de comprendre la philosophie. Et donc, c'est pour ça qu'on a quelques modules autour de ces dimensions-là, avec le parcours à McGill, avec un certain nombre de dimensions dans cette optique-là. Moi, j'aurais aimé en faire beaucoup plus, mais le règlement de diplôme français ne nous permet pas. Et puis, on essaye, et à mon avis, on peut faire encore mieux, de promouvoir le monde des arts et de la culture dans ce que vous faites en termes de vie associative. Et pour moi, c'est une dimension qui est essentielle aussi, parce que c'est par la création que vous allez apporter quelque chose. Je viens de remarquer qu'on n'a pas mis une question qu'on me pose tout le temps. Quels sont pour vous les principaux points qui caractérisent la culture ? Les principaux points qui caractérisent ma vision de la culture. La première, c'est la liberté. La culture est un espace de liberté. Et ça doit rester un espace de liberté. Ce qui est très compliqué dans une période actuelle, qui est une période où le wokisme, mais d'autres dimensions, ont tendance à formater les choses. Je pense que la culture doit rester un espace de liberté. Pour vous donner des exemples, dans le dernier bouquin que j'ai écrit, j'ai toujours préféré Retour vers le futur, à un moment donné, je parle d'une pub, qui est une pub des années 80, qui était sur une boisson anisée qui était non alcoolisée. La pub était avec des naïades, des femmes superbes. Il n'y en avait qu'une dans chaque pub, mais il y a eu 3 pubs successives. Et il y a un côté très érotique dans la pub. Aujourd'hui, cette pub-là, le publicitaire qui fait ça, il va en prison. Enfin, il ne va pas en prison, mais il se fait jeter des cailloux et il se fait traiter de machiste, de sexiste, de tout ce qu'il voulait. Il n'en demeure pas moins que l'esthétique de cette pub, moi, je la trouve extraordinaire. Et j'adorais cette pub à l'époque. Et aujourd'hui, je ne vais pas réinterpréter cette pub parce que le monde a évolué. Je trouve que l'esthétique de cette pub reste superbe. Je parle de l'esthétique. Je ne parle pas du message qui est transmis. Je parle de l'esthétique. Mais aujourd'hui, dire ça, ça peut se retourner contre soi. Et je pense que malgré tout, la créativité, l'art sous toutes ses formes, la pub pour moi est une forme artistique, pour ce que je viens d'évoquer, mais l'écriture, tout ça doit garder un grand sentiment de liberté. Alors on doit rester dans les limites de la légalité, c'est évident, il ne faut pas faire l'apologie de la pédophilie, c'est une évidence. Masneff, c'est un salopard aujourd'hui, c'était un salopard dans les années 70. Là, il n'y a pas photo, on est dans l'illégalité, donc les choses ne se posent pas. Mais quelqu'un qui écrivait dans les années 70 sur le fait de fumer dans les restaurants, aujourd'hui c'est illégal, à l'époque c'était pas illégal. Lucky Luke, dans les années 70, il avait une clope au bec. Depuis les années 90, on lui a mis un brindille parce qu'on n'a plus le droit de lui mettre une clope. Ça veut dire quoi ? Vous allez reprendre un album des années 70, vous allez le voir avec une clope au bec, on ne va pas détruire tous les albums des années 70. On ne va pas faire un autodafé. Et je trouve que c'est illusoire de vouloir réécrire systématiquement l'histoire. Donc la première dimension de la culture, c'est la liberté. La deuxième dimension de la culture, c'est l'expression, qui peut être sous toutes ses formes. Et il n'y a pas de forme meilleure que d'autres. Elle peut être physique, elle peut être par l'écriture, elle peut être par la vidéo, elle peut être par le théâtre, elle peut être par la chanson. Toutes les formes artistiques, à mon avis, sont bonnes à prendre. Et puis il y a un troisième élément, et ça rejoint ce que je disais sur la liberté, c'est un endroit où on ne devrait pas avoir de barrières. C'est un endroit où on doit s'autoriser des choses. Je vous donnerai un exemple tout bête. Alors c'est peut-être très prétentieux de parler de culture, mais quand je fais la cérémonie de remise des diplômes à l'école, il y a 4000 personnes au Zénith. Pendant longtemps, j'ai fait un discours, truc chiant. Depuis 3 ans, j'ai décidé de faire un slam de 10 minutes avec une part d'impro sur un piano. Je me dis chaque fois, est-ce que je prends le risque ? Parce que finalement, je ne suis pas un artiste. Quelle est ma légitimité à faire ça ? Donc je me pose plein de questions. Ça m'empêche de dormir. Puis à un moment donné, je dis merde, si j'ai envie de le faire, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Et alors après, à partir de là, il faut travailler. Il ne faut pas se pointer les mains dans les poches en faisant n'importe quoi. Mais à partir du moment où c'est travaillé, où c'est structuré, où c'est réfléchi, quelque part, c'est une expression artistique. Alors avec toutes les limites du fait que je ne suis pas un talent démesuré, mais ça marche. Et ça contribue à ce sentiment de liberté. Donc pour moi, cette dimension-là, elle est absolument essentielle. Est-ce que vous avez des initiatives à venir pour promouvoir davantage la culture auprès des étudiants de l'école ? Déjà, on soutient la vie associative, mais je pense qu'on peut faire mieux en la matière et on y travaille. La deuxième chose, c'est qu'on a fait venir par le passé, j'aimerais qu'on fasse venir des artistes à l'école.
de manière plus fréquente. Alors peut-être plus sur Lyon que sur Dijon avec la School of Arts. Media Culture and Communication, il est probable qu'on soit plus axé sur cette dimension-là à Lyon à l'avenir, mais encore qu'on puisse faire des choses, et j'espère qu'on va en faire également à Dijon. On a de temps en temps des expos au Learning Center. On a un espace qui est juste magnifique, qui s'appelle le Learning Center à l'école, qui est pour moi un espace artistique en soi. En termes de créativité, de création, l'architecte qui a fait ça, c'est pas un architecte, c'est un artiste. Je trouve que le lieu, il est juste magique. Donc, de temps en temps, on organise un certain nombre d'expos. La semaine dernière, il y avait l'expo d'un de nos profs qui est un dessinateur qui exposait ses dessins. C'était assez magique. Il faut qu'on renforce cette dimension-là parce que je pense que ça fait sens. Faire venir des auteurs, de faire venir des réalisateurs. C'est des choses qu'on a fait par le passé, mais pas assez à mon avis. Est-ce qu'il y a des figures culturelles, donc réalisateurs, musiciens, écrivains, qui selon vous incarnent les qualités de leadership ou d'innovation utiles dans le monde des affaires? Il y a quelqu'un qui m'est venu spontanément, c'est Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, c'est l'anti-leader par excellence. C'est un des auteurs les plus lus en France. C'est Plateforme, c'est Les particules élémentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Michel Houellebecq. Je ne veux pas faire de délit de faciès, mais quand vous voyez Michel Houellebecq, c'est pas Bernard Tapie, quoi. Oui. En matière de leadership, il ne le porte pas sur lui. Il est toujours avec sa clope au bec, il doit picoler tous les jours, donc il est recroquevillé, tout gaufré, tout fripé. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a des qualités de lecture du monde. Si on prend les particules élémentaires, il avait, avant tout le monde, imaginé le conflit de valeurs entre le monde occidental libéralisé, libéré, et le monde musulman, avec les conséquences que ça pouvait avoir, autour de l'industrie de la consommation. Il a une lecture, après on peut être d'accord ou pas politiquement avec lui, et c'est pas le sujet, mais il a une lecture du monde qui est intéressante de ce point de vue-là. Après, le leadership ou l'innovation, on la trouve sous toutes les formes dans le monde des arts. Après, comment on l'utilise dans le monde de la culture, je dirais que c'est propre à chacun. Moi, j'essaye de retrouver, je vous parlais de Delerme, pour moi, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup dans la recherche du détail. J'essaye d'avoir toujours des choses qui soient précises, qui soient claires. Quand on écrit à quelqu'un un mail, quand on écrit un courrier, quand on écrit un rapport, qui sont des choses qu'on fait beaucoup dans nos activités, je trouve qu'il faut être précis, qu'il faut avoir une belle écriture, et je l'ai appris de Delerme. Donc je pense que chacun peut s'inspirer d'un artiste et trouver dans un artiste des qualités de leadership qu'il peut transférer ou des qualités d'innovation qu'il peut transférer dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Comme le monde de la culture en ce moment est en pleine mutation, et vous en avez un peu parlé précédemment avec notamment l'arrivée des écrans, de la vidéo, avec les plateformes de streaming aussi et les podcasts, comment vous pensez que ça va influencer la façon qu'ont les entreprises de se connecter à leur public? Je pense qu'elles ne le font pas assez. Nous, entre autres, je vous ai montré tout à l'heure un film de l'école. À l'époque, c'était pas très tendance et on avait été en avance et on avait pris de l'avance sur tout le monde jusqu'au moment où tout le monde nous a copié. Et finalement, on a arrêté les films parce que ça devenait un espèce de guéguerre entre écoles de savoir qui ferait le film le plus intéressant. Je pense que les podcasts et tout ce qui sont ces nouveaux supports et les médias, on doit les utiliser beaucoup plus. Alors, moi, j'y vois en même temps un regret. On va accentuer la surconsommation de vidéos, mais il faut aller dans le sens de l'utilisation, dans le sens de l'histoire. Vous utilisez la vidéo, vous utilisez l'audio, vous êtes très axé sur des plateformes, que ce soit TikTok, que ce soit Insta ou autre. Il faut avoir des communications qui sont en ligne avec ce que vous utilisez. Donc, on doit beaucoup plus travailler ces dimensions-là, à mon avis. Voyez-vous une synergie entre la gestion d'une école de commerce et la direction d'une institution culturelle? Ce qu'est une école et gérer une école, je crois savoir ce que c'est. Oui. Ça fait un certain nombre d'années que j'en gère une. Une institution culturelle, j'en ai jamais géré une. Donc, je serais extrêmement prétentieux de vous donner une réponse. Ça me paraît compliqué de faire un parallèle et de pouvoir porter un jugement. En même temps, il y a des choses qu'on retrouve qui, à mon avis, sont des récurrences d'un côté comme de l'autre. D'abord, la première, c'est celle de l'exigence. On est sur des métiers où il y a une notion d'exigence qui est assez forte, qui est plus forte probablement dans le monde culturel parce qu'on est sur une recherche de performance individuelle et non pas de logique collective. Il n'y a pas 3000 élèves dans une institution culturelle. Enfin, nous, on a une logique de volume.
Quand vous formez 10 pianistes, il n'y a peut-être pas tout à fait la même vision des choses. Mais dans tous les cas de figure, il doit y avoir une notion d'exigence. La deuxième, c'est la notion de talent. On doit être là pour révéler des talents. Moi, ce à quoi je suis très attaché à l'école, c'est tout le sens de Pathfinder qu'on a monté, c'est de faire en sorte de dire vous avez beaucoup plus de talent que vous n'imaginez. Vous avez des ressources en vous qui sont insoupçonnées. Et je vais être très prétentieux en faisant un parallèle avec moi. À 18 ans ou à 20 ans, on m'aurait dit tu écriras des bouquins. J'aurais dit ouais, bien sûr. Et puis je shooterais à 3 points à 10 mètres aussi. Bon, sur le shoot à 3 points à 10 mètres, non, c'est pas vrai. Mais sur l'écriture de bouquins, c'est le cas aujourd'hui. Et on avance en marchant. Moi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être, en tout cas, c'est les retours qui me sont faits par, y compris des professionnels du monde de l'édition, qui me disent, vous avez une plume. Je ne sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, j'ai une plume, et cette plume, je la révèle au fur et à mesure. Donc, on a en nous des ressources cachées. Et le rôle d'une école, comme d'un établissement culturel, c'est de stimuler les talents, c'est de révéler les talents, et c'est que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Que l'acteur dans un théâtre révèle le meilleur de lui-même et soit meilleur chaque soir, comme l'élève puisse révéler le meilleur de lui-même et se dire j'aurais jamais imaginé que j'aurais été capable de faire ça. Et c'est ça, à mon avis, qui est le vrai parallèle. Et là, on a une dernière question. Est-ce que vous avez eu des expériences pendant votre vie que vous trouviez compliquées ou difficiles à surmonter ? Et si vous ne souhaitez pas partager l'expérience en elle-même, est-ce que vous accepteriez de nous donner la leçon que vous en avez tirée par la suite ? Je suis un éternel optimiste. C'est-à-dire que toute situation difficile, pour moi, il n'y en a que du positif. Mandela disait « soit je gagne, soit j'apprends ». Je ne garde jamais le négatif d'une situation. Ça a toujours été des éléments positifs. Donc quand vous me dites « est-ce que vous avez vécu des situations difficiles ?» J'ai jamais vécu de situations difficiles. J'ai jamais eu le sentiment de vivre des situations difficiles parce que j'en ai toujours appris quelque chose et j'en suis toujours sorti grandi. Quand je suis arrivé à l'école en 2006, j'ai été durement accueilli par mon comité de direction qui ne voulait pas que je sois nommé parce que j'étais le plus jeune directeur d'école de management de France et j'ai vécu 2 premiers mois cauchemardesques. Aujourd'hui, j'en parle comme étant 2 mois où j'ai appris et qui ont fait que les mois suivants ont été géniaux. Parce que j'ai réussi à dépasser ce moment-là et à faire en sorte que la suite soit positive. Je vous parlais tout à l'heure de Véronique Colucci avec un peu d'émotion dans la voix. J'en garde que du bonheur de ce moment-là, même si je regrette son décès, même si j'ai pas eu l'occasion de la revoir, j'en garde que du bonheur. Je pense que dans tout moment, on doit garder des éléments, on ne doit garder que le positif et en tirer des conséquences positives. Et oui, il y a des moments compliqués. Il y a eu des concours plus compliqués que d'autres. Il y a eu des concours où j'ai pété un plomb à la sortie des résultats et en disant on n'y arrivera pas, on ne s'en sortira pas, et on s'en est toujours sorti. Donc, et ces concours-là, maintenant, quand j'y repense, qu'est-ce que t'as pété un plomb, quoi. Putain, mais souffle, décontracte-toi, c'est pas si grave, quoi. Il y a des choses plus graves dans la vie. Après, il y a des choses qui, naturellement, quand vous avez un enfant malade, quand vous perdez un proche, quand vous perdez ça, il y a rien à en tirer de positif. Enfin, il n'y a rien à en tirer de positif, ça dépend des situations. Mais ça, on doit vivre avec, ça fait partie de la vie, malheureusement. Il faut l'accepter, c'est pas simple. Mais j'allais dire, à titre professionnel, il n'y a jamais rien de grave, quoi. Moi, c'est la leçon que j'ai tirée sur le fait de diriger une école depuis 18 ans. C'est que, ouais, même si l'école disparaissait un jour, il y aurait autre chose. Il y aurait d'autres écoles, il y aurait d'autres personnes. Même si j'étais viré un jour, il y aurait d'autres personnes à ma place. Je dissocie l'aspect familial, personnel, physique, de la maladie, de ce genre de choses, où là, il y a des choses graves. Et là, il y a des vraies priorités. Mais dans la comédie humaine de ce qu'est la vie en entreprise, ou dans la politique, il n'y a rien de grave. Honnêtement, il faut apprendre à prendre énormément de recul. Et s'il y a une chose que j'ai appris en 18 ans, c'est à prendre beaucoup de recul sur les choses. Je pense que l'optimisme était un bon mot, sachant que c'est le nom de notre podcast aussi. Donc ça, c'était parfait. Et c'était pas volontaire, mais c'est une belle conclusion. Oui, tout à fait. Et avant de clôturer, est-ce que vous pourriez nous dire juste où on peut retrouver vos livres ? Les éditeurs l'ont peu distribué dans les réseaux. On le retrouve un peu à la FNAC, on le retrouve un peu chez Cultura.
On le retrouve surtout sur Amazon, sur la Fnac.fr. Ils sont au Learning Center ? Ils sont au Learning Center. Super. Voilà, vous les avez au Learning Center. Et le premier, c'était J'ai toujours préféré la rue Édouard Herriot. Et le deuxième qui vient de sortir, c'est Retour vers le futur. Alors, c'est mon film préféré, mais je ne voulais pas en parler tout à l'heure parce que je voulais parler du bouquin. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'optimisme, oui l'optimisme, c'est l'optimisme de prise. Le podcast qui te fait rêver avec des mots qui vont te charmer.